Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons aborder la bourse et le trading du point de vue des sciences. Pas d'inquiétude, ce ne sera pas compliqué, mais nous avons quand même besoin d'aborder quelques notions scientifiques et mathématiques. Le message que je veux faire passer dans cette vidéo, c'est que la progression des cours en bourse n'est pas due au hasard, ni à un quelconque chaos. Ils sont soumis à des lois physiques que l'on retrouve en bourse, comme dans d'autres phénomènes réels et physiques. Et on peut exploiter ces phénomènes pour mieux trader ou mieux investir. Alors tout d'abord, commençons par le début, l'énergie potentielle. Alors cela date sans doute du collège. Une bonne façon d'illustrer l'énergie potentielle, c'est d'utiliser un ressort. Quand vous comprimez un ressort, il va emmagasiner de l'énergie sous la forme de tension dans ses spires. Donc le ressort est comprimé, de l'énergie s'est accumulée, et si vous le relâchez, eh bien, cela provoque la libération de l'énergie sous la forme d'une extension du ressort. Il va reprendre sa forme initiale. En bourse, c'est un peu pareil. On a des périodes où les cours ne semblent pas bouger. Pourtant, il y a de la tension qui s'accumule. On parle d'ailleurs d'accumulation. Et Wyckoff, dans son pattern de Wyckoff, a bien illustré ça. Les cours emmagasinent de l'énergie pour initier une nouvelle période de hausse. Et ce phénomène peut être repéré par certains patterns sur les graphiques ou certains indicateurs. Quand cette énergie est libérée, ça se fait brusquement et fortement, et ça nous amène directement à la notion suivante, l'impulsion. Donc nous avons dit que les cours ne bougent pas beaucoup, mais l'énergie s'accumule. Elle s'accumule comme si on comprimait un ressort. Et à un moment donné, une annonce très positive, par exemple une excellente hausse des résultats, ou une très bonne nouvelle macroéconomique, ou je ne sais pas quoi, ou un rachat de la société, provoque une impulsion libérant l'énergie accumulée. L'impulsion, ça veut dire, hop, je donne un mouvement. Parfois, on a des gros rochers en équilibre. Ils sont en équilibre et il suffit de donner une petite impulsion en poussant un peu pour que le rocher casse son équilibre et dévale toute la montagne. C'est ça l'impulsion. Et ça va provoquer une hausse des cours pendant un certain temps. Alors c'est lié à d'autres paramètres, hein. Par exemple, les gros fonds ne vont pas acheter tout d'un coup la part qu'ils veulent acheter dans la société, et donc ils vont acheter petit à petit des petits paquets d'actions, et ça va entretenir la hausse. Et le trader, ce qu'il va chercher, ce sont ces fortes impulsions qui peuvent durer plus ou moins longtemps, et c'est quand on a des impulsions qu'il faut acheter. Alors cette impulsion, elle peut soit diminuer, soit accélérer. Et ça nous amène à la notion suivante, l'accélération. Alors l'accélération, petit rappel, c'est l'augmentation de la vitesse grâce à une force. L'accélération et les forces sont liées par une loi qui dit la force est égale à la masse multipliée par l'accélération. Donc il faut qu'il y ait une force pour pousser les cours. Et après, si cette force est suffisante, elle va déplacer, si la résultante des forces qui s'appliquent sur les cours, c'est en gros les acheteurs et les vendeurs, si la résultante est positive, c'est-à-dire qu'elle est vers le haut, que si les acheteurs sont plus forts que les vendeurs, eh bien, cela va pousser les cours vers le haut et la hausse va accélérer. Alors si on prend l'exemple d'un tir d'obusier, un tir balistique, l'accélération va d'abord être positive, la vitesse dirigée vers le haut. Ensuite, à un moment, l'accélération va s'annuler, donc on va avoir un sommet. L'accélération verticale s'annule, et ensuite les cours vont retomber, l'obus retombe, et là l'accélération est à nouveau positive. En fait, comme elle est orientée vers le bas, elle est négative, mais disons que la vitesse verticale augmente. Donc l'accélération est maximale au départ, ensuite elle s'annule, et après elle passe négative, et en valeur absolue, elle regrossit. En bourse, c'est pareil. Il y a toujours une phase plateau, un sommet, où l'accélération s'annule. Dans le pattern de Wyckoff, on appelle ça la distribution, le plateau avant la distribution. Et c'est un phénomène physique tout à fait normal. Il faut qu'à un moment, le mouvement s'épuise pour qu'un mouvement dans l'autre sens puisse s'initier. Donc au sens mathématique, mais là je ne vais pas vous embêter avec les mathématiques trop, on a un maximum, donc la dérivée, c'est-à-dire la vitesse diminue, elle va être nulle à un moment, l'accélération va être nulle, donc ça va faire une droite horizontale ici, et ensuite on redescend. Et on peut décrire ça avec des indicateurs. Donc nous avons lié l'impulsion, la force et l'accélération, et tout ça, ça nous amène au momentum, qui est une sorte d'anglicisme pour dire quantité de mouvement. Donc la quantité de mouvement, c'est un terme dont vous vous souvenez sans doute des années collège.
c'est la masse multipliée par la vitesse. Ça indique la force de la tendance, du mouvement, la force du mouvement. Et on peut traduire ça par l'élan. En fait, si vous prenez un pilier au rugby, un pilier donc qui fait 100-120 kg, et qu'il est lancé à pleine vitesse, enfin vitesse de pilier, sur 50 mètres, il va avoir beaucoup de quantité de mouvement, beaucoup de momentum, et il va être difficile de l'arrêter. Par contre, si vous prenez un joueur gringalet, il va avoir moins de quantité de mouvement, et même s'il est parti de 50 mètres, un pilier pourra l'arrêter facilement. Donc, quand les cours ont de l'élan, c'est difficile de les arrêter. Il faut vraiment une grosse nouvelle contraire. Si par exemple on est dans un mouvement de hausse avec un fort momentum, il faut vraiment une nouvelle qui est négative, très négative, pour changer le cours des choses. Et c'est ce qui crée les tendances. Une tendance, c'est l'équivalent d'une trajectoire quasi rectiligne. Les cours sont en régime de croisière. Alors après, la tendance peut être sur une forme parabolique, c'est-à-dire et parabolique haussière, c'est-à-dire que le momentum peut augmenter et on arrive à des croissances, à des tendances quasi verticales qui sont contrebalancées par des chutes elles aussi quasi verticales et rapides, ou la tendance peut être rectiligne. Elle peut aussi être plutôt logarithmique et avoir un momentum qui diminue de plus en plus. Pour qu'il y ait une tendance qui s'entretienne, il faut qu'elle soit alimentée comme une chaudière, il faut qu'on l'alimente, sinon le feu s'éteint. La tendance, il faut l'alimenter. Donc il faut constamment de nouvelles news positives ou de nouveaux acheteurs pour alimenter le mouvement. Et dès qu'il n'y aura plus ces acheteurs ou ces nouvelles positives, eh bien le momentum va s'amoindrir et on aura un changement de tendance. Ce qu'on reconnaît dans ce mouvement qui change de direction, eh bien, c'est un bout de cycle. Et là, ça vous rappelle les sinusoïdes de votre enfance. On a en bourse des tendances et des cycles. Un cycle, donc, c'est les oscillations, c'est un peu comme des sinusoïdes. Et la tendance, c'est le mouvement. D'ailleurs, on dit souvent que les cours peuvent être modélisés par du bruit et un drift. Le drift, c'est la tendance, c'est la dérive. Mais on se rend compte que, en fait, les cotations sont composées de cycles et de tendances. Sauf que dans une unité de temps donnée, par exemple le daily, on peut voir qu'il y a une tendance. Et si on regarde dans les unités de temps inférieures, on se rend compte qu'il y a des petits cycles, des petites oscillations. Et si on va dans ces oscillations, chaque branche du cycle, par exemple cette branche-là, est une tendance. Donc une tendance est formée de cycles et un cycle est formé de tendances. C'est la fractalité, la fameuse fractalité des marchés. Donc en fait, on peut se dire que une tendance est formée de cycles, des cycles sont formés de tendances et peut-être qu'on peut utiliser des outils qui permettent d'analyser ces cycles. Il y a un outil très intéressant en sciences modernes, enfin pas si moderne que ça, mais c'est la science qui a permis les techniques qui ont elles-mêmes permis la transmission d'informations par les airs ou dans les fibres optiques. Ce sont les transformés de Fourier qui permettent de décomposer n'importe quel signal en une superposition de cycles différents. Et donc ça, c'est ce que j'utilise dans mes indicateurs. Et c'est très puissant parce que ça permet de décomposer n'importe quelle courbe qui a quelques caractéristiques mathématiques, mais on ne va pas compliquer, dans une sorte de décomposition de cycles et il ne reste plus après à l'investisseur à étudier ces différents cycles pour savoir dans quelle phase on est. Les personnes célèbres dans l'analyse technique et le chartisme, comme Wyckoff et Weinstein, avec les phases de Weinstein, ont empiriquement détecté ce genre de choses. Mais aujourd'hui, avec la science moderne, on peut lire ces cycles. Enfin, on va parler d'hystérésis. Alors l'hystérésis, c'est quoi? Eh bien, c'est un peu compliqué. Disons qu'il y a un retard de l'effet sur la cause et surtout l'état du système, c'est-à-dire on va dire les cours, le cycle dans lequel on est, dépend du chemin par lequel on est passé. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que la valeur d'un signal, d'un indicateur ou d'un pattern n'est pas la même selon d'où on vient et ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que quand alors en probabilité, souvent on dit, voilà, la probabilité à un point donné pour qu'il arrive ça et ça après est la même quel que soit l'endroit où on est. En fait, en bourse, ce n'est pas vrai. Une mauvaise nouvelle quand on est en bas du marché, quand toutes les actions ont baissé, ne va pas provoquer une grosse baisse. Par contre, une mauvaise nouvelle qui arrive quand on est en haut d'un cycle, donc en haut, risque de provoquer une sorte de crack. Un signal ou une news ou un événement
une nouvelle information qui arrive à un moment donné, son résultat, son effet différera selon où on est dans le cycle. Et ça, c'est très important pour les indicateurs et pour l'analyse des cours de bourse. Petit résumé, mais ce n'est pas fini, il y a un petit bonus après. Résumé de ce qu'on a vu jusque-là. Donc l'énergie potentielle plus l'impulsion plus l'accélération, le momentum et l'inertie, cela crée une tendance. Le cycle et l'hystérésis, ça crée des phases. Quand on maîtrise les tendances et les phases dans des cours de bourse, on sait à peu près où on est et s'il y a suffisamment de momentum et d'impulsion, si on est dans une tendance avec suffisamment de force, on peut prédire sur un laps de temps assez court vers où vont aller les cours et ça c'est très important. Mais il faut qu'on soit dans une tendance avec du momentum et dans une phase, en fin de cycle baissier, à un moment où on va se retourner vers le haut. Ça paraît simple, mais en fait c'est essentiel. Il faut absolument réussir à lire ces notions dans les cours de bourse pour pouvoir être gagnant. Alors le petit bonus, eh bien c'est l'inférence bayésienne. Alors pourquoi l'inférence bayésienne? En probabilité et en statistique, on va dire classique, on se base sur un grand nombre de données pour en sortir des probabilités. Vous avez certainement vu que certains patterns chartistes ont une certaine probabilité de réussite. En fait, le problème, c'est que dans les cours de bourse, même sur les indices ou les actions, il n'y a pas assez d'historique. Pendant, par exemple, 20 ans, une action a monté, puis un jour, elle se met à baisser, et on n'a pas un historique suffisant pour analyser tous les cas probables. En bourse, on n'est pas dans la théorie des grands nombres, on est sur la théorie des petits nombres. Et la probabilité, la statistique classique ne fonctionne pas. Bayes a mis en place un système, alors moi j'appelle ça l'inférence bayésienne, mais en fait c'est une façon de voir les statistiques et les probabilités quand on n'a pas beaucoup de données. Et donc on va s'appuyer essentiellement sur les nouvelles informations qui arrivent. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien voilà, il y a un petit exemple qui va vous illustrer ça. On imagine qu'il y a une tour et dans cette tour il y a des oiseaux et un observateur voit que de cette tour il sort un oiseau noir, d'accord, un corbeau. Très bien, donc hypothèse, cette tour a abrité un oiseau. Maintenant on en voit un deuxième sortir. Hypothèse, cette tour abrite des oiseaux noirs. On en voit un troisième. Décidément, il n'y a que des oiseaux noirs, il n'y a que des corbeaux dans cette tour. Mais un jour, il y a un corbeau blanc qui sort. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Patatras. L'hypothèse, cette tour n'abrite que des corbeaux de couleur noire, est fausse. Il y a aussi des oiseaux d'une autre couleur. Donc on remet en cause l'hypothèse. Et ça, c'est le changement de tendance. Il y a aussi l'exemple du cygne noir. Jusqu'au XVIIIe siècle, il me semble, si mes souvenirs sont bons, en Europe, on pensait que tous les cygnes étaient blancs. Jusqu'au jour où on a importé d'Asie un cygne noir. Et là, on a dit, bah non, l'hypothèse et la croyance que tous les signes étaient blancs, bah, elle était fausse. Voilà, donc ça, c'est l'inférence bayésienne, enfin en tout cas ma définition. Ça dit que on est en tendance, ok, on est en tendance par exemple haussière, jusqu'au jour où une nouvelle information structurante, arrive et bah, nous fait changer de paradigme, nous fait entrer en tendance baissière. Ray Dalio a aussi sorti un livre récemment sur le changement de paradigme, mais plutôt de façon macroéconomique. Dans ce qu'il dit, c'est que le cycle de croissance, par exemple sur les indices américains, dans lequel nous sommes, peut-être va changer du tout au tout. C'est juste parce que nous croyons, nous vivons dans ce paradigme-là que nous pensons ce changement de paradigme impossible. C'est exactement le signe noir ou ce corbeau blanc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Ne négligez pas ces notions scientifiques, elles permettent de comprendre les mouvements des cours et c'est très important. Je les ai traduites dans des indicateurs, dans ma formation Gabi, ou plutôt c'est l'inverse, disons que j'ai cherché des indicateurs qui fonctionnent pendant des années et c'est après que j'ai découvert qu'ils s'appuyaient sur ces notions-là. Mais bon, ça permet d'expliquer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis à bientôt. Alors j'en profite pour vous rappeler que le petit pouce bleu là que vous voyez sous la vidéo, il faut cliquer dessus. C'est très important parce que ça m'aide, ça me motive pour produire du contenu pour vous. Abonnez-vous à la chaîne. Cliquez aussi sur la petite cloche pour recevoir une notification quand il y a une nouvelle vidéo. Et puis partagez la vidéo et laissez un commentaire. Si vous voulez aller plus loin, ou si les indicateurs présentés dans cette vidéo vous intéressent, jetez un œil à mes formations. Pour le trading de crypto exclusivement, c'est cette adresse
avec /crypto au pluriel à la fin. Si par contre vous êtes intéressé par tout type de trading sur tout type de support, actions, forex, crypto-monnaie, CFD, indices, jetez un œil à mon méga pack à cette adresse /gabi, Gabi à la fin.